Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je veux tenter de vous expliquer la crise que nous vivons et pourquoi elle est si grave et comment il s'agit d'une crise de civilisation. Il ne s'agit pas d'une simple crise de société, il s'agit d'une crise de civilisation. Alors, je commencerai par relire un tweet que j'avais écrit le 24 janvier. Le voici. Forte baisse du CAC 40, moins 3%, au moment où je l'écrivais c'était 3%, c'est allé jusqu'à 4%. Trouble sur les marchés mondiaux, l'oligarchie financière face à un dilemme, alimenter l'hyperinflation et désarticuler toute l'économie, ou arrêter l'émission de fausses monnaies et aller droit au crack. Urgente nécessité, je concluais, de sortir de la dictature de l'argent. Alors, devant cette affirmation, un des commentaires a été une nécessité de sortir de la dictature de l'argent concrètement. Eh bien, de toute façon, concrètement ou pas, il faut en sortir, car c'est une dictature qui nous détruit. Ses effets économiques et sociaux sont terribles dans le monde, où on voit des pays mourir, où le peuple meurt de faim et de soif, et chez nous, le traitement dont font l'objet au plus grave les personnes âgées dans les EHPAD, et aussi les abandonnés, ou plutôt les derniers de corvée, les aides-soignantes, les assistantes familiales, les caissières, les éboueurs, tous ces métiers qui sont absolument indispensables à notre société et dont ceux qui les font ne sont pas traités comme ils le méritent et, disons, de manière absolument injuste et destructrice, car destructeur est le terme qu'il faut utiliser face au système dans lequel nous vivons. C'est comme une société qui ne considère plus la vision à long terme ou même à moyen terme, mais qui vit dans l'immédiat et qui est devenue incapable de prévoir les conséquences de ce qu'elle fait. Alors, je veux prendre pour commencer un exemple chez ceux qui sont les passagers spéculateurs du train fou de la finance. Eux-mêmes sont aujourd'hui affolés par leur propre système. Je prends un commentaire d'un site américain où ils disent lundi dernier, les marchés aux États-Unis ont baissé de 4% entre le matin et midi. Et le soir, ils étaient en hausse de 0,38%. Donc, dans la journée même, il y a eu cette variation. Et le commentaire, c'est on disait dans le passé acheter au plus bas et revendez au plus haut. Bien aujourd'hui, il faudrait dire acheter le matin et revendez l'après-midi. Donc, c'est complètement fou parce que ces délais de court terme rendent absolument impossible une gestion de la société. Et, disons, en même temps, les banques européennes démarrent 2022 dans une forme éclatante, tout comme les banques américaines. Selon les estimations du cabinet Refinity, le secteur financier dans son ensemble verra ses résultats bondir de 62% par rapport à 2020. Donc, il y a une situation tragique où l'on voit d'un côté ce monde de la finance qui plus que jamais enrichit et s'enrichit, et puis de l'autre côté, l'énergie, la base d'une société, qui se trouve absolument en état je dirais, de pratiquement d'incapacité de continuer à fonctionner. Il y a la finance verte, qui est devenue désastreuse. Il y a évidemment dans le social la situation dans les EHPAD, dont il faut parler, que tout le monde comprend ce qu'elle est cette semaine. Il y a le risque de guerre qui découle de tout ce système, et il y a face à cela le comportement de nos politiques incapables évidemment de sortir de leur, comme on dit aujourd'hui, incapables de sortir de leur logiciel et, disons, multipliant les ordres, les contre-ordres et sans vision cohérente
de la politique à suivre et surtout sans réelle volonté politique. Il s'agit d'une simple adaptation à quelque chose qui est destructeur. Alors ce ne sont pas eux la cause, mais l'adaptation, elle est là. Alors, l'énergie d'abord. Évidemment, vous avez vu la hausse du prix de l'électricité. Alors, des entreprises fondamentales sont directement menacées, comme Nyrstar, par exemple, dans les Hauts-de-France, qui est une des dernières, sinon la dernière, raffinerie de zinc en France. C'est Aluminium Dunkerque, qui est le plus grand producteur d'aluminium d'Europe. Et ce plus grand producteur d'aluminium, c'est 285 000 tonnes par an, la plus grande raffinerie d'Europe. Eh bien, les deux, Nyrstar et Aluminium Dunkerque, sont pratiquement condamnés à fermer et peuvent survivre qu'avec des aides pendant 2 mois de l'État, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner à perte avec un prix de l'électricité devenu fou par les spéculations, évidemment, sur les marchés. Alors, la crise touche évidemment de très nombreux pays, l'Espagne, la Roumanie, l'Allemagne, et les coûts de l'industrie ont follement augmenté. Dans le domaine de l'électricité lui-même, il y a eu la loi NOM en 2010. Cette loi NOM en 2010, sur pression de la Commission de Bruxelles, fixait un dispositif qui s'appelle ARENH, A-R-E-N-H. Selon ce dispositif, 25% environ de la production d'électricité nucléaire française, qui est à les coûts les plus bas, pouvait être acheté à 42 euros le mégawatt heure. Donc, évidemment, quand les prix étaient plus élevés, ceux qui rachetaient cette électricité l'achetaient à 42, et quand ils étaient plus bas, ils n'en rachetaient pas. Donc ça créait un système totalement défavorable à EDF. C'est devenu bien pire. Aujourd'hui, on dépouille le service public pour corriger les effets de l'accident des marchés financiers, de cette incapacité qu'ils ont à fonctionner correctement, et c'est l'État qui est complice et qui opère cette correction en faveur des marchés et en défaveur de nous tous. Je vous explique. Comme EDF vend une large part de son nucléaire sur les marchés à terme, en se couvrant des prix, elle doit racheter maintenant à prix fort sur le marché au jour le jour les 20 TWh de nucléaire qu'elle a déjà vendus sur les marchés à terme il y a plusieurs mois. Alors, évidemment, ça veut dire que, compte tenu de la solution trouvée par le gouvernement, c'est-à-dire que environ les 100 TWh qui étaient à 42 euros, on dit qu'il faut en donner un peu plus au marché à bas prix pour que ce bas prix se répercute sur le consommateur et les entreprises. Donc on dit voilà, l'EDF doit être l'intermédiaire perdant de ce système. Et c'est pire que tout, parce qu'on a fixé un prix un peu plus élevé, c'est plus 42 euros, c'est 46 euros, de 20% de ces 25% qu'ils devaient donner, c'est-à-dire 5% de plus au total. Et cette quantité d'énergie, EDF, comme je viens vous le dire, elle doit la racheter sur les marchés. Alors le paradoxe, c'est qu'elle la vend à 46 euros, elle doit la racheter sur les marchés entre 250 et 300 euros, c'est-à-dire 5 fois plus, par la simple loi de la manière dont se fixe le prix de l'énergie. C'est complètement fou, c'est complètement aberrant. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est fait de cette façon ? Évidemment, parce qu'il y a l'échéance électorale et l'échéance pour les entreprises et les consommateurs. Donc qu'a décidé l'État ? L'État a décidé de faire un véritable cadeau au marché financier. 14 milliards d'euros de coûts pour le contribuable. On a baissé les taxes destinées à plafonner la hausse à 4%, à la limiter à 4% en février 2022. Ça représente 8 milliards de ce total, perdus par l'État, donc perdus par nous, avec 3,8 milliards d'indemnités inflation
1,5 à 2 milliards du blocage du tarif réglementé et 600 millions du chèque énergie. Vous voyez que c'est bien la petite partie, le chèque énergie, la toute petite partie. Mais ça fait quand même, au total, 14 milliards pertes pour l'État. Alors, évidemment, il y a en plus la perte pour EDF, c'est cette fameuse 5% de l'énergie totale, ces fameux 20 TWh, que EDF doit revendre seulement à 46 €, y perdant. Donc le cumul de ces choses, c'est-à-dire la perte par l'État et la perte par EDF, c'est ce qui permet de bloquer les prix de l'énergie, comme cela a été fait, et de dire, voilà, eh bien, on arrive à bloquer les prix de l'énergie. Et vous aurez certes une hausse, mais une hausse qu'on pourra rendre plus ou moins acceptable. Mais en fait, d'une part, cette hausse ne durera pas, et d'autre part, le blocage est limité à l'échéance électorale. Et de plus, pour le gaz, alors, les tarifs resteront bloqués à leur niveau d'octobre 2021, mais seulement jusqu'au 30 juin 2022. Donc dans les deux cas, vous voyez qu'on fait subir à EDF et qu'on fait subir à nous, en tant que relevant du budget de l'État, quelque chose qui est dû à une spéculation insensée sur l'énergie, sur les marchés financiers. Et cela avec une échéance électorale, c'est-à-dire juin. Alors que jamais n'est abordée la question fondamentale qui devrait être la reconstitution d'un pôle public de l'énergie et la régulation du marché. Alors cela date depuis longtemps, c'est pas récent. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que le comble de ce système. Parce que déjà, on avait réduit ce qu'on appelle les puissances pilotables installées en France et en Allemagne depuis 2005, c'est-à-dire qu'on a réduit de 34 650 MW depuis 2005 en pensant que il y aurait moins d'électricité et que tout se passerait bien. C'est Energiewende en Allemagne et le négawatt en France qui ont établi cette possibilité de diminution. Et en fait, il n'y a pas eu de diminution, car la neutralité carbone a exigé, bien au contraire, un remplacement des énergies fossiles par de l'électricité décarbonée. Donc, la consommation d'électricité doit aller en augmentant d'ici 2050. Donc, on a parié, disons en se trompant complètement, et nous avons perdu au passage les marges indispensables pour passer les pointes de consommation quand il fait très froid ou très chaud, mais surtout très froid, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le risque qu'ont souligné les Italiens, qu'ont souligné aussi des Allemands, et même qu'on dit en France, de blackout à appliquer autant que possible, région par région, au cas par cas. Je ne sais pas si ça aura lieu, mais on est vraiment à la limite. Nous sommes désormais dans une situation où les quantités qui sont disponibles sur le marché immédiat, ce qu'on appelle le marché spot, sont de plus en plus faibles pour compenser les hauts et les bas, et les demandes sont au moins constantes, les demandes d'électricité, et encore, elles s'accroissent s'il va faire très froid. Résultat, évidemment, loi du marché, les prix s'envolent, et par-dessus tout, avec des spéculations. Alors parlons-en de ces spéculations. On voit ce qu'est l'économie verte. L'économie verte suppose qu'on émette des obligations vertes. Et ces obligations vertes ont énormément augmenté à travers le monde. Elles ont quintuplé en 5 ans à 569 milliards de dollars en 2020 et les encours dont les fonds d'investissement ont, eux, quadruplé. Donc c'est énorme comme hausse. Qui émet ces obligations vertes? Ce n'est pas dans un but d'écologie scientifique réelle. C'est en réalité, dans l'Union européenne, les sociétés pollueuses qui émettent ces obligations vertes. 43% des obligations vertes sont émises par les pétrolières et les minières, et les entreprises propres n'en représentent que 7%. Alors on va dire, oui, mais les pétrolières et les minières, avec cela, ils vont améliorer la qualité de l'environnement et ils vont éviter les effets climatiques. Pas du tout. En réalité, elles peuvent investir pratiquement dans ce qu'elles veulent. Oui, il y aurait un effet climatique, normalement, ou un effet
sur un effet qui serait un effet vert sur l'économie. Mais en réalité, l'entreprise peut très bien ne pas les atteindre. Il y a des pénalités qui sont absolument dérisoires, et c'est quelques points de base sur la marge de crédit, c'est presque rien, et on peut continuer. Alors évidemment, dans ces conditions, il y a le gouverneur de la Banque centrale d'Italie qui a dit « La finance durable a tellement grossi qu'il faut se demander si c'est vraiment durable. » Il ne faut pas se le demander, ce n'est plus durable. C'est un système qui a été mis en place par des financiers pour capter un nouveau secteur, qui est ce secteur de la transition écologique, qui n'est pas du tout dans leur esprit un pari scientifique, un pari sur une écologie scientifique, mais qui est un pari sur trouver un nouveau domaine pour accroître encore leur profit financier. Et accroître leur profit financier avec les conséquences qu'on a vues sur l'économie réelle qui, elle, ne se développe pas. Donc il y a plus en plus de monnaie qui est émise, avec moins en moins d'unions réelles en face, ça crée l'inflation, l'hyperinflation. Ce n'est pas les salariés contre les patrons, c'est cette fois-ci la monnaie face à l'absence de production. Donc ce secteur financier devient parasite réellement dans les circonstances actuelles. Alors vous me direz, ça c'est technique, ça c'est des choses qui sont pour les experts. Pas du tout. Si on n'a pas cette base énergétique, on ne peut pas avoir la base de développement d'un pays. Et on ne peut pas non plus avoir un ordre social, un système social qui marche, qui soit juste, qui soit humain. Le scandale des maisons de retraite d'Orpea, les autres maisons de retraite aussi ont des attitudes ou des façons de fonctionner qui sont scandaleuses, relève de ce principe de la priorité du financier. Les soignants, on leur dit de traiter au mieux les personnes âgées, mais en réalité, on leur donne aucunement les moyens, puisque tout le critère est financier. Dans son livre « Les Fossoyeurs », évidemment, Victor Castanet, ça a fait beaucoup de bruit, les journaux ont publié plusieurs pages, ils ont déploré ce qui se passe. Les personnes âgées doivent manger pour 4,50 € par jour, alors qu'il y a des réunions de travail en Grèce ou ailleurs, dans des pays bien ensoleillés et bien agréables, pour lesquels on paye 1 milliard d'euros. 1 million d'euros, pardon. 1 million d'euros. Donc, le directeur, un ancien directeur des EHPAD, rappelle que les salaires, en réalité, dans les EHPAD, sont payés avec de l'argent public. Ce sont des fonds publics d'État. Les salaires des infirmières, des aides-soignantes, sont des fonds publics d'État. Ce que les personnes âgées donnent, c'est pour leur environnement. Or, voilà qu'elles donnent, par exemple, à Neuilly, on l'a vu, 7 500 € par mois, et tout ça pour faire des bénéfices énormes de la part d'Orpea. C'est la même chose pour les autres EHPAD, il ne faut pas seulement accuser Orpea, mais toute l'étude qu'a faite ce journaliste montre très bien qu'il faut faire du chiffre et que c'est une véritable machine infernale financière qui s'est mise en place. Donc ce n'est pas seulement dans cette activité, qui est une activité destructrice, n'est pas seulement dans le domaine de la finance, elle est dans tout le domaine social. Et on le voit aussi dans les hôpitaux. Je n'en parlerai pas ce soir, mais on voit très bien que les hôpitaux font partie de la même politique, une politique évidemment où il faut faire des flux financiers et où on ne prévoit pas d'accroître le nombre de lits, au contraire, on en supprime. Donc cette politique-là est une politique antisociale, c'est même pas asociale, c'est antisociale. Et on voit des épisodes à côté de cela, comme un photographe qui s'appelle René Robert, qui est mort en pleine rue après avoir agonisé pendant des heures dans l'indifférence des passants. Donc ce n'est pas dans Squad Game, hein, c'est dans la rue en France, à Paris. Donc on voit que la population elle-même, peu à peu, perd son sens de l'humain. C'est un SDF qui a dû le secourir, il est quand même mort parce qu'il était en état d'hypothermie extrême. Mais vous voyez, il était en très bonne santé auparavant, il est simplement tombé et il n'a pas pu se relever. Et on l'a laissé là pendant 8 heures. Donc on a ce type d'attitude. Et ce type d'attitude, c'est une attitude qu'on retrouve ça, comme effet de ce qui se produit sur les marchés financiers, de cette volonté de court terme, de tout ce qui compte,
c'est ce qui rapporte, et ce qui rapporte dans l'immédiat, et pas du tout ce qui se construit et qui permet une vie juste à long terme, même une vie économique. Parce que ce à quoi on porte atteinte, c'est pas seulement au social, c'est aussi à l'économique et au social. Et on ne fait plus la base d'une société pour le bien commun et les générations futures. Alors, dans ce contexte, évidemment, viennent les menaces de guerre. Alors, nous en avons parlé plusieurs fois il y a plusieurs mois et même quelques années. Personne ne voulait nous croire. Aujourd'hui, Le Parisien, jeudi 27 janvier, Ukraine, comment éviter la guerre aux portes de l'Europe. La guerre aux portes de l'Europe, c'est reconnu. Or, pourquoi cette guerre? Parce qu'un système financier qui ne crée plus les bases de son propre développement a besoin d'aller trouver des terrains de son expansion ailleurs. C'est un véritable pillage. Alors il y a les colonies ou les ex-colonies, mais qui sont restées dans un néocolonialisme en Afrique, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, c'est du côté de la Russie et de la Chine que l'on regarde. Et tout ce système, devenu comme un train fou, essaye d'imposer sa loi en envoyant des bateaux en mer de Chine, en envoyant des bateaux, en envoyant des sites de missiles, en créant des sites de missiles en Roumanie et même maintenant en Pologne. Voilà. Et évidemment, on peut considérer que les Russes, voyant cela à leur porte, disent on ne peut pas accepter ça et demandent des garanties écrites. Alors la négociation en est là. Est-ce que les Américains répliqueront par garanties écrites? Oui, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ces garanties écrites? Je ne crois pas qu'il y a l'assurance que l'OTAN ne s'étendra pas et qu'on fera un système de stabilité et de sécurité avec la Russie. Qu'est-ce qu'elle cherche? La France devrait jouer un rôle là-dedans, mais on ne joue plus. On n'est plus dans l'époque où, sous le régime économique qui était relativement indépendant sous De Gaulle, on pouvait se permettre d'avoir une attitude politique indépendante. On ne peut plus. On est prisonnier de ce qu'on n'a pas fait. On est prisonnier de ce qu'on a laissé faire. Donc on est aujourd'hui dans cette situation, et les hommes politiques eux-mêmes sont pris dans l'engrenage, un engrenage qu'il faut bien appeler, comme on le voit, la corruption sur les marchés financiers. On voit la même corruption dans les esprits, et notamment au niveau des hommes politiques. Pour Macron, évidemment, Mediapart a souligné qu'il avait nommé un préfet, Cyril Maillet, qui a classé l'enquête qui était faite sur les prestations de sécurité. C'est tout ça qui est lié à l'affaire Benalla, les affaires sécurité de l'Élysée. Circuler, il n'y a rien à voir. Or, il faut bien voir que ce Cyril Maillet, qui a été nommé par Emmanuel Macron, était ancien conseiller de cabinet de Claude Guéant au ministère de l'Intérieur, donc un même Claude Guéant qui, aujourd'hui, je vous rappelle, se trouve en prison et a été condamné 2 fois. Donc voilà un pays où des gens qui sont, disons, même officiellement reconnus comme étant dans des réseaux de corruption, se trouvent aux affaires et continuent à être aux affaires. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est leurs semblables. On trouve le scandale des primaires de LR, où Valérie Pécresse, qui représentait 25% des votants, c'est-à-dire l'Île-de-France, a fait voter des étrangers. Et on a admis à voter des membres de la communauté asiatique qui sont un peu les mercenaires de RPR, de l'UMP et aujourd'hui de LR. On les a fait voter. Alors on a dit oui, mais les statuts permettent de voter permettent de voter aux étrangers. Mais LR, en ce qui concerne le vote pour les instances officielles de la France, est contre le vote des étrangers, même au niveau municipal. Donc on s'aperçoit qu'ils appliquent à eux une règle qu'ils ne veulent pas appliquer au pays. C'est vraiment absolument scandaleux. Et on voit de même que Valérie Pécresse a un mari et qu'avec ce mari, eh bien, ensemble, ils ont géré des finances qui étaient d'abord plantureuses, puisque M. Jérôme Pécresse touchait chez Alstom 1 million par an, 1 million d'euros, et qu'il a présidé, il a participé avec Patrice Cron à la vente en grand secret des turbines qui pendent aux centrales nucléaires. Certains ont dit que c'était une trahison. Emmanuel Macron, qui était à Bercy, et François Hollande ont approuvé. Donc, General Electric, qui a repris ces turbines, avait promis
des embauches, au moins 1000 emplois, il en a détruit 5000. Donc, et M. Jérôme Pécresse s'est retrouvé à la tête d'une filiale renouvelable de General Electric. C'est le seul membre d'Alstom qui soit passé chez General Electric, qui a repris un actif essentiel de notre économie. C'est proprement invraisemblable. Donc on voit chez Macron, chez Pécresse, ce même type de comportement dont ils sont. Je ne sais pas si eux-mêmes en sont pleinement conscients et pleinement conscients de leurs effets. Moi je le suis. Et la France doit l'être. Ensuite, vous avez cette fameuse loufoque primaire des militants de la gauche, la primaire populaire. Là, on inscrit des gens malgré eux, c'est malgré moi. On a inscrit d'abord Mélenchon et Jadot qui ne veulent pas y participer, mais ils sont quand même inscrits. Puis on a inscrit Taubira, pour qui cette primaire a été préparée. Elle est l'agent de ces forces qui ont organisé cette primaire. Et Hidalgo qui dit qu'elle l'acceptait, puis qu'elle l'acceptait plus, puis que finalement elle l'acceptait, finalement elle l'accepte plus. Mais quand même, les socialistes ont incité à voter à cette primaire pour Hidalgo, bien qu'Hidalgo ne veuille pas y être, encore malgré moi, malgré soi. On aura un résultat où une candidate qui ne voulait pas l'être sera inscrite, et aura des voix, et Taubira, qui veut l'être, pourra éventuellement l'emporter. Donc on est dans ces systèmes totalement aberrants politiques en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un dégoût sur la politique et qu'il faut absolument changer ce système monétaire et financier, disons, dans ses fondements, si on veut recréer une volonté politique, parce qu'il ne peut pas y avoir de volonté politique si on est prisonnier de ce système financier. Alors, où encore vote-t-on ? On le voit dans les statistiques, on vote dans les communes rurales. C'est en fonction de la taille de la commune qu'on vote. Aux dernières municipales, on a voté à 66,9% dans les communes de moins de 500 habitants, et dans les communes de plus de 100 000 habitants, dans les villes, 36,3%. 2 fois moins en pourcentage. Donc on voit que ces maires auxquels on a confié les parrainages pour l'élection présidentielle sont dans un milieu où on a encore un comportement civique qui correspond à ce qu'il était historiquement. Ailleurs, ce comportement se délite. Il faudra probablement trouver d'autres formes de comportement et d'adhésion à la vie publique de notre pays. Nous avons participé, et nous participons à la candidature présidentielle de Georges Kuzmanovic. Je pense que Georges Kuzmanovic, avec De Gaulle et avec Jaurès, est fait pour combattre précisément tout ce dont je vous ai parlé ce soir. Donc, si vous pouvez, si vous avez la volonté de combattre ce système en place, vous devez assurer les maires ruraux leur parrainage et les électeurs un vote pour lui, pour que les patriotes de droite et de gauche, comme dans le Conseil national de la résistance, se regroupent pour défendre notre indépendance et défendre ce qui est le fondement de notre pays. Après, peut-être, nous réglerons certains comptes, mais dans un premier temps, il faut cette union. Nous sommes battus pour cette union au présidentiel, une union pour une république souveraine et sociale. Nous maintenons ce combat et nous espérons que beaucoup y prendront part avec nous, avec Georges Kuzmanovic et avec tous ceux qui ont cet engagement, et que nous retrouverons ainsi une volonté politique qui nous permettra de combattre ce système financier par des mesures qui sont des mesures politiques, une banque nationale, un système de crédit public, la séparation bancaire, faire que les banques qui investissent ou qui spéculent sur ces marchés financiers ne bénéficient plus d'aucune aide, ne fassent pas de l'argent à notre détriment, comme on le voit avec tous les profits des grandes banques dont je vous parlais au début. Donc voilà le projet. Et je vous appelle donc à vous joindre à cet effort, parce qu'il est fondamental, et je ne vois pas, dans ce contexte d'une présidentielle où l'on parle principalement du Covid, où on parle principalement de la sécurité, où on parle de l'immigration, je ne vois pas ces questions fondamentales qui devraient être au premier plan, et qui sont celles qui déterminent le pouvoir d'achat, l'éducation et la santé publique, et la justice, auxquels les Français ont droit, doivent avoir droit. C'est pour cela que nous nous battons.